Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans votre podcast, les flexi-jobs et le travail étudiant sont au cœur des débats. Alors ça, on n'a pas tout à fait la même vision. Ensuite, après le blackout dans la péninsule ibérique, est-ce que la Belgique est à l'abri ? Faut jamais dire jamais. Et pour finir, le dollar américain est sous pression. Nous retrouverons Peter de Keyser pour analyser le principe de monnaie de réserve. Z sur 7 à la une. La nouvelle majorité songe à généraliser les flexi-jobs à l'ensemble des secteurs, sauf à ceux qui s'y opposent. Flexi-jobs et travail étudiant donnent droit à des cotisations sociales réduites. Selon le syndicat chrétien, ces mesures vont créer un trou d'1,5 milliard d'euros dans les caisses de la Sécu d'ici la fin de la législature. Nous écoutons Felipe Van Kersbilk, secrétaire général de la CNE. Pour 2024, l'ONSS donne les chiffres suivants, 666 millions d'euros perdus en cotisation sociale, vu les largesses que le gouvernement donne sur le travail étudiant et le flexi-job. Nous faisons une hypothèse prudente, qui est de dire que ça va continuer à augmenter comme ça augmente maintenant. Or, ça risque d'augmenter plus, puisque on enlève toutes les limites au travail étudiant, qui peut travailler jusqu'à mi-temps, toute l'année, toute la semaine, et on va exploser toutes les limites au flexi-job. Du coup, on pense qu'il y aura au moins 1,5 milliard d'euros perdus pour la Sécu. Cependant, le service d'études d'UCM n'est pas d'accord avec ce calcul. Mathieu de Wèvre, conseiller au service d'études d'UCM. Nous, effectivement, on remet assez fortement le calcul de la CNE en question parce qu'il applique un taux de croissance exceptionnel au régime ordinaire. Or, le régime ordinaire ne peut pas croître de la même façon pour deux raisons. 1, le coût salarial est beaucoup trop élevé et 2, les pénuries sont là. Tous nos entrepreneurs viennent nous dire qu'ils ont beaucoup de mal à embaucher. L'Union des classes moyennes défend l'élargissement des flexi-jobs et du travail étudiant, car ces mesures doivent permettre l'amélioration du taux d'emploi, singulièrement pour les entreprises et les secteurs qui peinent à trouver la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Felipe Van Kersbilk, secrétaire général de la CNE, n'est pas d'accord avec ce principe. La réalité montre que c'est faux. Deleuze a franchisé 180 magasins. L'emploi réel a diminué de 500 équivalents temps plein. Qui le remplace, cet emploi qui a été détruit ? Des étudiants ? Des pensionnaires flexi-job ? Des intérimaires ? Et donc, ce qui va se passer, surtout que maintenant, le gouvernement veut permettre de flexi-jobber dans sa propre entreprise. Et donc, demain, je vais vous dire, je vous engage à 4/5e temps. Et le 5e temps, vous l'aurez si j'ai besoin de vous. Et encore une fois, l'UCM ne voit pas la chose de la même manière. Mathieu de Wèvre. Alors ça, on n'a pas tout à fait la même vision. D'abord parce que nous, on voit dans les chiffres que le taux d'emploi stable est plutôt en train de croître et que les étudiants et les flexi-jobs sont plutôt embauchés, oui, pour venir, lorsque les travailleurs, disons, ordinaires ne sont pas là, plutôt le soir, plutôt le week-end, plutôt pendant des périodes de vacances. Selon les employeurs, les flexi-jobs et le travail étudiant améliorent le taux d'emploi, augmentent les recettes fiscales et parafiscales et donc protègent la sécurité sociale. Pour le syndicat chrétien, au contraire, ces mesures de flexibilité diminuent la qualité de vie des travailleurs et réduisent le financement de la Sécu. Z sur 7 à la une. Le blackout de la semaine dernière en Espagne et au Portugal soulève des questions sur la robustesse de notre réseau électrique. Elia reste sur ses gardes, tout comme Mathieu Billet, le ministre de l'Énergie. Ensemble, ils doivent participer à une réunion avec des experts internationaux pour comprendre ce qu'il s'est passé dans la péninsule ibérique. Entre-temps, la piste de la cyberattaque semble être exclue. Frédéric Dunon, CEO de Elia Transmission Belgium. Faut jamais dire jamais, donc on va regarder en détail de tout l'enchaînement au niveau de l'incident, mais vu de ce qu'on sait aujourd'hui, ça semble être exclu. Les experts cherchent également à savoir si les origines de cette panne de courant géante est liée à la croissance des énergies solaires et éoliennes dans cette région d'Europe. Le réseau électrique pourrait en effet s'affaiblir en cas de changement soudain dans la production ou la demande. On écoute Mathieu Billet,
Biet, ministre de l'Énergie. Il faut trouver le bon équilibre, évidemment, et toujours dans une volonté d'une transition, donc de quitter le fossile vers plus d'électrique, et on le sait, donc les investissements dans le réseau seront fondamentaux et seront très importants. Quoi qu'il en soit, le gestionnaire de notre réseau à haute tension l'a répété. Notre pays est mieux armé pour éviter une paralysie. Frédéric Dunon, CEO de Elia. Notre réseau est quand même fortement différent de celui de l'Espagne et du Portugal pour finalement un certain nombre de raisons. Donc non seulement on est au centre de l'Europe, ce qui permet par rapport aux phénomènes d'oscillation d'être mieux positionné, d'être moins exposé à certains phénomènes. Et en plus on est aussi fortement interconnecté, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne. Si les causes du blackout demeurent à cette heure inconnues, le coût, lui, est bien connu et selon CaixaBank, il s'élève à plus de 400 millions d'euros pour l'économie espagnole. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Avec les conflits commerciaux, les tensions géopolitiques et la politique controversée du président Trump, la position du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale est sous pression. L'annonce de lourdes taxes commerciales et surtout l'imprévisibilité des politiques rendent les investisseurs nerveux. La baisse simultanée du dollar et l'augmentation des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis illustrent une perte de confiance dans le dollar en tant que monnaie de réserve. Il est donc temps de s'arrêter un instant pour réfléchir à cette fameuse monnaie de réserve avec Peter de Keyser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une monnaie de réserve et quels en sont ses avantages ? Une monnaie de réserve est une monnaie détenue par les banques centrales et les institutions du monde entier pour servir de réserve et de moyen d'échange dans les transactions internationales, comme l'est le dollar américain aujourd'hui. Les avantages pour les États-Unis sont considérables. Ils peuvent emprunter à des taux d'intérêt bas grâce à la forte demande de dollars, ont une influence sur le commerce mondial, peuvent financer les déficits publics à faible coût. De plus, cela renforce la puissance géopolitique des États-Unis, car d'autres pays dépendent de cette monnaie pour leurs échanges commerciaux et leurs réserves. Pourquoi le statut d'une monnaie de réserve est-il lié à l'hégémonie d'un pays ? Le statut de monnaie de réserve est étroitement lié à ce qu'on appelle l'hégémonie d'un pays. Une économie dominante, une grande puissance militaire, une influence culturelle et une stabilité politique créent une confiance dans la monnaie, comme c'est le cas pour le dollar aujourd'hui. Cette confiance attire davantage d'utilisateurs et crée un effet de réseau. Plus il y a de pays utilisant la monnaie, plus celle-ci devient précieuse. Historiquement, nous avons vu cela avec le denier romain, la livre sterling au XIXe siècle pendant l'Empire britannique et maintenant le dollar, ce qui reflète l'influence mondiale des États-Unis. Mais aussi le florin néerlandais était une monnaie dominante au XVIIe siècle. Ce statut était soutenu par le pouvoir commercial de la République des 7 provinces unies et la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Deux autres exemples sont le réal espagnol et le ducat vénitien. Comment la politique du président Trump peut-elle menacer le dollar en tant que monnaie de réserve ? La politique du président Trump peut mettre en danger le statut de la monnaie de réserve du dollar de plusieurs manières. Son protectionnisme commercial pourrait rendre le dollar moins attractif pour le commerce international, car les pays chercheront des alternatives. De plus, l'utilisation du dollar par les États-Unis est parfois utilisée comme une arme, par exemple par des sanctions contre les pays comme la Russie ou l'Iran. Cela pourrait amener des pays à adopter la dédollarisation. Des pays comme la Chine, la Russie promeuvent les échanges dans d'autres devises pour réduire leur dépendance au dollar. Les politiques isolationnistes, comme le retrait des institutions internationales, peuvent affaiblir encore la perception de la stabilité et du leadership américain. Bien que le dollar soit toujours dominant aujourd'hui, ces facteurs peuvent progressivement éroder la confiance dans la monnaie à long terme, surtout si d'autres devises gagnent en force. Et pour finir, quelles pourraient être les conséquences pour le commerce mondial et les marchés financiers si le dollar perdait son statut ? Si le dollar perd son statut de monnaie de réserve, cela aurait des conséquences profondes sur le commerce mondial et les marchés financiers. Dans le commerce, les coûts des transactions augmenteraient en raison des fluctuations des taux de change et de la nécessité de couvrir les risques, car il n'y aurait plus de monnaie universelle. Le commerce pourrait se fragmenter avec des monnaies régionales comme l'euro ou le yuan dominant dans certaines zones, ce qui réduirait l'efficacité du commerce mondial. Les marchés financiers seraient confrontés à une volatilité accrue car les fluctuations des taux de change et l'incertitude quant aux nouvelles monnaies de réserve augmenteraient.
Pour les États-Unis, les conséquences seraient pires. Une demande plus faible de dollars signifierait qu'ils devraient offrir des taux d'intérêt plus élevés pour financer leurs dettes. Cela ralentirait la croissance économique et pourrait également entraîner une crise de la dette. Géopolitiquement, l'influence des États-Unis diminuerait, tandis que des puissances émergentes comme la Chine élargiraient leur pouvoir économique, surtout si l'yuan gagne en crédibilité. Cependant, une transition semble improbable. Aucune autre monnaie n'offre aujourd'hui ni la liquidité, ni la stabilité ou l'acceptation mondiale du dollar. De plus, aucun autre pays ne possède aujourd'hui l'hégémonie militaire, politique, culturelle et financière comparable à celle des États-Unis. Pourtant, le statut de monnaie de réserve n'est pas éternel. Ça a été prouvé par toutes les anciennes monnaies de réserve, du denier romain au ducat vénitien et à la livre sterling. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Nous arrivons aux 4 dernières minutes du podcast et aujourd'hui, nous allons analyser les marchés financiers avec Vincent Juvains, Chief Investment Strategist chez ING. Comme beaucoup d'institutions, la Réserve fédérale américaine subit les pressions de Donald Trump. Selon lui, elle ne baisse pas assez vite ses taux. Jérôme Powell, à la tête de la Fed, va se prononcer cette semaine sur la politique monétaire. Vincent Juvains. Alors sur les marchés, c'est vraiment le sujet d'attention cette semaine, cette réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Alors on ne s'attend pas à grand-chose, soyons clairs. Il y a eu beaucoup de pression de la part de Donald Trump sur Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux, notamment en effet parce que l'économie aujourd'hui patine. Patine pourquoi ? Du fait des tensions commerciales, on l'a vu. Si le PIB américain s'est contracté au premier trimestre, c'est parce qu'il y a eu des importations massives qui ont été réalisées justement pour éluder l'augmentation de ces droits de douane. Donc quelque part, il y a vraiment des disruptions économiques majeures qui sont liées aujourd'hui à cette politique commerciale un petit peu erratique. Et Donald Trump essayait finalement de sauver la mise avec une politique monétaire qui soit, elle, plus accommodante. Alors, s'il y a objectivement aujourd'hui une raison économique pour le faire avec une économie qui aujourd'hui ralentit, il y a malheureusement dans le même temps des risques inflationnistes qui sont importants aux États-Unis. On le sait, ces droits de douane, ça va renchérir le coût de la vie aux États-Unis, les prix à la consommation, et donc ça va réentraîner une augmentation de l'inflation de notre point de vue au cours de l'année. Ces droits de douane, ce sont les Américains qui vont le payer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Fed est confrontée à un risque de stagflation, c'est-à-dire finalement, certes, une baisse de la croissance, mais une augmentation de l'inflation. Et dans ce contexte-là, c'est difficile pour une banque centrale d'agir. Ce sera le statu quo, vraisemblablement cette semaine, coincé entre la baisse de l'inflation, la baisse de la croissance et la hausse de l'inflation. On sait que l'inflation est le focus principal de la Fed. Cependant, le ralentissement de l'économie américaine peut ralentir la pression inflationniste et on peut s'attendre à ce que la Réserve fédérale américaine assouplisse sa politique monétaire pour le second semestre. Oui, alors c'est notre attente. On s'attend même à ce qu'elle le fasse assez fortement, puisqu'on s'attend à 4 baisses de taux au total sur le second semestre. C'est beaucoup en l'espace de 6 mois. On s'attend même à un petit peu plus de baisses de taux que ce que les marchés n'anticipent eux-mêmes, parce que les marchés établent aujourd'hui sur 3 baisses de taux. Alors il est certain que la dynamique inflationniste qu'on voit maintenant devrait quelque part continuer également à peser sur la croissance. Ça veut dire que la consommation va également être sous pression. Ça va évidemment gripper la machine économique américaine et quelque part cette inflation va être un problème économique supplémentaire. Donc c'est vrai que le risque inflationniste pourrait s'amenuiser dans le temps et devenir un risque de croissance plus important auquel la Fed pourra répondre avec une politique monétaire plus accommodante. Nous le verrons dans les prochains mois, mais il est certain que le focus pourrait passer dans la seconde partie de l'année de l'inflation actuellement vers la croissance et qu'on pourrait là avoir, en tout cas que la Fed pourrait avoir les coudées franches pour tenter de relancer l'économie. 1% de baisse de taux, c'est quand même significatif. Ça, quelque part, permettra de remettre de l'huile dans les rouages économiques. Je pense notamment au marché immobilier qui est actuellement confronté avec des taux pour des prêts hypothécaires qui oscillent entre 6 et 7%. Il est certain que ça n'aide pas pour tout ce qui est prêt à la consommation ou investissement aux États-Unis. Et cette politique pourrait avoir des impacts sur le dollar ou encore sur le marché financier. Vincent Juvains. Alors le dollar a déjà finalement bien anticipé cette dynamique. On voit que le dollar a été relativement sous pression depuis le début de l'année. Il était presque à parité contre l'euro. Il oscille aujourd'hui entre 1,10 et 1,15. Il est à 1,13 ce soir. Donc le dollar a perdu beaucoup de terrain. Néanmoins, de notre point de vue, il est à peu près au niveau de son niveau d'équilibre. C'est-à-dire que pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui préparent leurs vacances de cet été outre-Atlantique, il ne faut peut-être pas attendre davantage pour changer ces euros contre dollars. Je pense qu'à court
court terme, il ne faut pas s'attendre à un gros à-coup de faiblesse du dollar. Donc stabilité de ce point de vue-là. Par contre, une baisse des taux, c'est évidemment bénéfique pour les marchés financiers. Le taux d'escompte baisse, donc c'est quelque chose qui sera positif pour les marchés financiers dans leur ensemble, notamment les marchés obligataires, puisque là, on a un effet mécanique sur ces marchés obligataires et sur la performance de ces derniers. Ceci, conjugué à la baisse de l'impôt des sociétés, pourrait finalement au second semestre créer un contexte plus favorable pour les marchés financiers. On n'en est pas encore là, mais enfin, si d'ici là, on a un apaisement sur les tensions commerciales, des baisses de taux, une inflation qui se normalise et, ma foi, une fiscalité qui devient plus acceptable, on pourrait revoir un regain d'intérêt pour Wall Street à surveiller. Nous aurons l'occasion d'en discuter sur ce plateau. Merci pour votre tour de l'actualité journalier. Merci à vous pour votre fidélité. Et demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Demain, vous pourrez retrouver la rubrique à la une de Trends Tendance. Un journaliste nous dévoilera les coulisses du magazine Trends Tendance. Vous pourrez aussi retrouver toutes vos analyses et actualités du monde économique. À demain.